Alors, bonjour et bienvenue à tous à ce premier épisode du balado La Minute juridique. Je me présente, mon nom est Annie Goudreau, je suis technicienne juridique de formation, mais à la Fédération des comités de parents, je suis agente de services aux parents et agente à la recherche. Dans la série des balados de la Minute juridique, je vais toujours être accompagnée de Margot Vernet-Boudrion, qui est la secrétaire générale de la FCPQ. Alors, bonjour Margot. Bonjour Annie, merci pour cette introduction. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous. Je suis ravie de voir que la Minute juridique prend un autre format, un format audio. Habituellement, on écrivait des articles de blog, mais c'est vraiment chouette. Puis, on espère qu'on va être capable de rejoindre, puis d'informer les parents engagés, les parents de manière générale, sur les enjeux juridiques dans le milieu de l'éducation. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler du projet de loi 23. Projet de loi 23 qui a été aussi connu sous le nom de projet de loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique et édictant l'Institut national d'excellence en éducation, qu'on l'appellera projet de loi 23. Oui, on va parler de ça. Mais justement, Margot, je me demandais pourquoi est-ce qu'on doit parler du projet de loi 23? Parce que moi, je pensais que c'était déjà fini tout ça. Si je me rappelle bien, là, on a déjà fait 3 textes de blog à ce sujet-là, un petit peu. Dans le premier, là, on faisait le tour des nouvelles dispositions là, au sujet des conseils d'établissement. Puis dans le deuxième, là, c'était celle sur le conseil d'administration. Tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison, Annie, mais on va faire une petite mise en contexte. Là, le 7 décembre 2023, date où la loi a été sanctionnée, donc c'était l'étape finale du projet de loi, la majorité des articles entraient en vigueur à cette date-là. Okay. Donc, ça incluait effectivement les dispositions concernant les conseils d'établissement, les conseils d'administration, sur le fait que les rencontres pouvaient se tenir, devaient offrir l'option d'être tenues en virtuel. Okay. Donc, les personnes siégeant sur ces instances, puis le public peut assister, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Oui. Ça incluait aussi pour ces deux instances-là l'obligation de déposer la documentation nécessaire à la préparation de la rencontre dans un délai de 7 jours avant la rencontre. J'en profite ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que 7 jours et 5 jours ouvrés, c'est la même chose. Oui. On reçoit souvent cette question au service conseil, puis c'est le même terme. C'est la même chose. Voilà, donc on le rappelle à nos auditeurs. Puis ça incluait aussi l'ajout d'un article dans la loi sur l'instruction publique disant qu'après 3 séances de vacances au conseil d'établissement, après 3 absences au conseil d'établissement, le poste devenait vacant. Il faut préciser ici que c'est 3 absences constatées, puis que la vacance est véritablement signalée à partir de la 4e séance. Okay. Donc, si vous êtes absent à 3 séances consécutives du conseil d'établissement, mais que vous vous présentez à la 4e, le siège n'est pas considéré comme étant vacant. OK, donc il faut être absent à la 4e aussi. Exactement, c'est à la fin de la 4e que la vacance est constatée. OK. Ça incluait aussi que le 7 décembre 2023, la disposition voulant que le quorum au conseil d'administration du centre de services scolaires est établi sur le nombre de sièges, le nombre de postes, le nombre de sièges en fonction et non pas le nombre de sièges total. Donc ça, c'était assez important pour que le conseil d'administration, dans le fond, puisse continuer de fonctionner, même si tous les postes n'étaient pas comblés. Oui, ça, c'est très, très important, c'est vrai. Puis je me rappelle que dans le 3e texte, on parlait des autres articles, des articles divers, dans le fond, là, qui n'étaient pas encore en vigueur. Là. Oui, effectivement, on faisait mention de certains articles qui n'étaient pas encore en vigueur, mais je me souviens plus exactement. Peux-tu me rafraîchir la mémoire ce qu'on disait dans cet article de blog-là? Oui, on disait en fait qu'il y avait juste un article du PL 23 qui n'était pas encore en vigueur, puis qui aurait une incidence sur les parents qui sont engagés dans les instances. Là. Oui, effectivement. Je pense qu'il s'agit de l'article 198 de la loi sur l'instruction publique, à savoir que c'est le centre la direction du général du centre de services scolaires est nommée par le gouvernement. Exactement. Sur recommandation du ministre. Exactement. Mais là, maintenant, en date d'aujourd'hui, cet article-là, il est en vigueur. Oui, tout à fait. Depuis le 1er juillet 2025, cet article est en vigueur. Puis d'ailleurs, on a déjà commencé à voir dans la Gazette officielle là, des parutions de décrets
nommant des directions générales. Oui, oui, j'ai remarqué d'ailleurs là, chez moi que notre directrice générale a été nommée. On était très contents. Petite parenthèse. Moi, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si tu es capable d'y répondre. Les directions générales des centres de services, là, est-ce que les nominations vont se faire toutes d'un coup, là? Est-ce que, genre, le gouvernement, il va faire table rase, tout le monde va être envoyé, puis il va renommer toutes les directions générales de tous les centres de services en même temps? Alors, a priori, non. Il y avait des dispositions transitoires dans le projet de loi qui impliquaient que les directions générales qui étaient en poste, qui étaient en fonction au 1er janvier 2024 et toujours en poste au 31 janvier 2024, demeuraient en fonction, puis jusqu'à ce qu'elles soient remplacées ou nommées officiellement avec la nouvelle procédure de nomination. OK. Donc, on a tout lieu de croire que ça va se faire progressivement. Là, comme je le disais, on a déjà vu des directions générales qui ont été nommées selon le nouveau processus de nomination. On a vu des décrets dans la Gazette. Donc, ça devrait se faire progressivement. OK. Bon, c'est bon à savoir, ça. En parlant des directions générales, il me semble qu'il y avait aussi là, 2 autres dispositions là, qui concernaient tout ça. Je pense qu'il y avait, entre autres, là, les DG des centres de services scolaires. C'était à eux de désigner les directions adjointes. Oui. Puis il y avait aussi là, quelque chose là, qui concernait là, une formation obligatoire à suivre par eux puis les directions adjointes là, immédiatement là, après leur entrée en fonction. Là. Tout à fait. Absolument. Tout ça, là, c'est quelque chose là, qui est applicable maintenant. Puis, est-ce que c'est applicable pour les centres de services francophones et les centres de services anglophones aussi, pour tout le monde? Alors, c'est une excellente question et non, effectivement, ces dispositions-là sont applicables uniquement pour les centres de services francophones. Oh, OK. Pour les centres de services anglophones, l'entrée en vigueur des articles sera déterminée par le gouvernement. Okay. Donc, on parle vraiment on parle uniquement des centres de services francophones. Puis, puisqu'on est dans les centres de services, avant de terminer, j'aimerais rappeler à nos auditeurs ou auditrices qui ont des enfants qui possèdent un plan d'intervention qu'en cas de... Ça, c'est aussi une disposition qui a été introduite par le projet de loi 23. En cas de changement d'école d'un élève qui a un plan d'intervention, qui a des besoins particuliers, si l'élève change d'école et que ça entraîne un changement de centre de service scolaire, le centre de service scolaire d'origine, entre guillemets, doit communiquer les informations sur les services éducatifs nécessaires, sur les besoins, y compris le plan d'intervention, au nouveau centre de service scolaire, pour que la transition se fasse bien et que les services puissent être mis en place dans le nouveau centre de service scolaire. Et ça inclut aussi le fait que votre enfant passe d'une école privée à une école publique ou vice-versa. Là. Peu importe que l'école soit publique ou privée, ça s'applique de la même manière. OK. Puis ça se fait automatique. C'est pas le parent qui doit prendre le papier et le donner à l'école. Bien, c'est la responsabilité du centre de service scolaire de communiquer les informations. Okay. Le conseil qu'on donnerait à nos auditeurs ou auditrices, c'est quand même de s'assurer que l'information se rend. D'accord. Bien, merci beaucoup, Margot, pour toutes ces informations-là. Merci à vous d'avoir été à l'écoute avec nous. Si vous avez des questions là, sur un ou l'autre des points qui ont été abordés dans ce balado, n'hésitez pas à communiquer avec nous au service conseil. On est là pour vous aider, on est là pour vous diriger vers les bonnes ressources. N'oubliez pas que la FCPQ ne peut pas vous donner de conseils juridiques. Par contre, on peut vous diriger vers les ressources pour vous aider. Et puis, ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Donc, merci encore une fois. Merci, Margot. Merci, Annie.